Nous allons dans cette vidéo nous intéresser à comment relier notre site sous WordPress avec Google Analytics. Pour cela, nous allons passer par une extension, par l'installation d'une extension, donc d'un plugin, et nous allons donc passer par le menu extension ajouter. Une fois sur cette page, nous allons tout simplement chercher Google Analytics. Voilà. Et là, vous avez plusieurs choses. Il y a plein de différents plugins. Et vous allez vouloir probablement les essayer parce qu'on ne sait pas trop quel est le plugin le plus intéressant. Alors, je les ai testés pour vous. Et malgré le fait qu'il y ait 2 fois plus d'installations pour ce plugin-là, j'ai personnellement préféré celui-là. Vous voyez, alors, comment je choisis les plugins? Ben déjà, sur leur popularité. Là, vous voyez, on a plus de 2 millions d'installations. Ici, 1 million. Puis après, on tombe à 30 000, 100 000, etc. Donc ça, c'est déjà un chiffre qui vous indique la popularité d'un plugin. Ça peut être intéressant. Ensuite, vous pouvez toujours aller cliquer ici sur plus de détails. Et vous avez donc une pop-up qui s'ouvre où vous allez, alors la plupart du temps, évidemment, c'est en anglais, où vous allez surtout avoir le détail de ce que fait ce plugin. D'accord? Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. J'ai considéré qu'il y avait peut-être trop de choses avec ce plugin-là. C'est pour ça que je vous recommande d'installer Google Analytics Dashboard for WP by Exactmetrics, c'est-à-dire l'enseignement GAD-WP. Donc là, si on regarde les détails, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est au moins partiellement, comme vous le voyez, francisé. Mais vous allez voir que après, une fois installé, le français est une langue qui est prise en compte. Et donc, je vous recommande d'installer celui-ci. Donc là, l'installation, c'est comme d'habitude. Hein. Vous allez cliquer sur l'installation, puis sur activer au bout de quelques secondes que dure l'installation. Voilà. Là, j'active donc mon nouveau plugin, ma nouvelle extension. Et je vais pouvoir maintenant aller chercher cette extension dans mon menu, vers le bas généralement, puisque c'est Google Analytics, vous voyez. Alors, il y a beaucoup de choses, d'accord? La première chose, c'est de ne pas cliquer ici n'importe où, mais c'est de cliquer sur Google Analytics ici. Ça va vous amener à une page de réglage. Alors, il faut commencer par autoriser l'extension à aller, prendre les données. Vous devez l'autoriser. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que on a besoin d'un compte analytique gratuit, bien sûr. Donc ce compte analytique, regardez si j'ouvre dans un nouvel onglet. Voilà. Vous avez, alors ici, je suis sur Chrome. Hein, et Chrome, quand il tombe sur des pages en anglais, propose l'option de traduire en français. Si vous êtes sur Firefox, je pense pas que ce soit le cas, mais bref, Google, effectivement, propose cette traduction. Donc, écoutez, on va le traduire. Voilà. Et là, vous voyez, création d'un compte Google Analytics. Là, il y a qu'à se laisser guider, en fait, ou regarder les vidéos précédentes. Donc là, il y a vraiment comment créer un compte Analytics. Ensuite, une fois que c'est fait, vous avez donc votre compte. À ce moment-là, vous autorisez l'extension. Quand vous autorisez l'extension, ça va vous demander effectivement obtenir un code d'accès. Alors, ce code d'accès, c'est ce qui va prouver que le compte Analytics vous appartient bien. Donc là, vous cliquez sur obtenir un code d'accès, ça ouvre une nouvelle page, et ça vous demande lequel de vos comptes Gmail, si vous êtes connecté déjà à ce compte-là par ailleurs. Hein. Là, vous voyez, je suis connecté ici dans mon Google Chrome avec mon compte webmaster@gmail.com. C'est pour ça qu'il le repère ici. Et donc, je vais lui dire, oui, c'est ce compte-là que je veux utiliser. Voilà, Exactmetrics souhaite accéder à votre compte Google pour afficher vos données Google Analytics. Pas besoin d'autre chose, donc c'est parfait. Autorisé. Et voici le fameux code. Donc ce code-là, vous pouvez soit le sélectionner et le copier comme ça, soit aussi cliquer ici, ça a le même effet de copie. Une fois que c'est fait, on a ce code, on va donc aller le coller. Et on enregistre le code d'accès. Voilà, donc l'autorisation de l'extension a réussi, tout va bien. Alors ici, on a
une démo d'installation. Ça peut être intéressant de la regarder, sauf que cette démo est, même si je la traduis, même si cette démo est en anglais, et ici, donc voilà, c'est quand même une vidéo assez longue qui dure 11 minutes. Donc pour ceux de nos amis qui sont à l'aise, je sais pas si je peux avoir un sous-titre. Non, les sous-titres sont pas prévus. D'accord. Donc ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, c'est pas possible puisque cette vidéo est vraiment une vidéo en anglais. Mais si vous comprenez un petit peu l'anglais, vous allez voir que c'est un tutoriel plutôt intéressant. Alors maintenant ici nous sommes sur le site, vous le voyez ici, savoir-comment-faire.fr, d'accord, où là, eh bien, je vais sélectionner la vue. Alors sélectionner la vue, on a éventuellement plusieurs vues. Vous voyez ici sur mon adresse Gmail, donc celle-là, j'ai plusieurs comptes, d'accord. Alors si je veux rester sur savoir comment faire, oui, ben je peux prendre celui-là par exemple. Et on peut verrouiller ou pas la sélection, on peut choisir un thème de couleur. Je vous recommande de garder sur on les mises à jour automatiques pour les versions mineures. Et le suivi de l'utilisation, alors ça, c'est vous qui voyez, mais ça permet aux gens qui ont fait le plugin de recueillir des informations pour comprendre votre utilisation du plugin. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'active parce que j'aime pas qu'on vienne regarder ce que je fais, tout simplement. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fonction ici de la vue que vous sélectionnez, vous allez avoir ici différentes informations. Et notamment une information qui nous sera utile plus tard, c'est l'ID de suivi. L'ID du suivi, vous avez ici un code de suivi, voilà, qui reprend donc cette ID, et vous pouvez après définir plusieurs choses. Bref, pour l'instant, on ne va rien toucher. Et on va voir comment se comporte cette extension installée sur un autre site, sur le site du club justement, où j'ai déjà des données, parce que quand vous installez, évidemment, les données commencent à partir, il n'y a pas d'effet rétroactif, les données commencent à être regardées et rapatriées à partir du moment où vous avez activé cette extension. Donc là, nous voici donc de nouveau sur le site biendémarrer.fr, le site de votre club préféré. Et vous voyez ici, donc j'ai installé cette extension, voilà, elle est installée, donc j'ai mon Google Analytics ici. Alors, avec les réglages généraux que nous avons faits, vous allez retrouver, vous savez, quand vous vous connectez à votre administration, vous arrivez ici à l'accueil. Et ce qui est intéressant, sans même aller faire des réglages très poussés de ce plugin, vous avez ici directement, parmi les choses que vous pouvez afficher ou ne pas afficher, vous avez le tableau de bord Google Analytics que vous avez ici. Et là, en fait, ça c'est quelque chose de très intéressant parce que grâce à ce plugin, nous avons accès aux données les plus intéressantes. Par rapport aux centaines de données qu'on peut avoir sur Google Analytics, ici sont juste regroupées les données les plus pertinentes pour nous. Alors vous pouvez bien sûr choisir les 30, les 90 derniers jours pour avoir plutôt des tendances sur les 3 derniers mois, les tendances sur un an. Oui, là on voit que juillet 2019, parce que j'avais pas installé en fait l'extension. Vous voyez, je ne l'ai installé que là. Donc c'est pour ça que sur les 90 derniers jours, c'est à peu près bon. Voilà, on est 17 août, vous voyez, c'est là que j'ai dû installer le plugin. Et à partir de là, j'ai des données. Alors, c'est des données. Bien entendu, ces données nous permettent, en passant à la souris, d'avoir la date et le nombre de sessions. Le nombre de sessions, c'est le nombre de visiteurs, en fait. Hein. On peut avoir plusieurs types d'informations. Si je veux voir le nombre d'utilisateurs que j'ai eu, donc là, vous le voyez, c'est 289 utilisateurs. Ici, j'ai 27 utilisateurs en telle date, 21 utilisateurs en telle date. Et là, en dessous, vous avez les données statistiques en termes chiffrés. Alors, quelle est la différence entre session et utilisateur? Vous devez comprendre ça. Un utilisateur peut faire plusieurs sessions. C'est pour ça qu'en règle générale, les sessions, le chiffre des sessions sur la période donnée sera toujours supérieur au nombre d'utilisateurs.
Si un utilisateur se connecte aujourd'hui et demain à votre au club, en l'occurrence, eh bien, ça fera deux utilisateurs, ça fera un seul utilisateur, mais comme il s'est connecté deux fois, eh bien, ça fera deux sessions. D'accord? La visualisation des pages. Là, c'est intéressant. On voit, par exemple, que 622 pages ont été visualisées. On peut avoir ici, je pense, voilà, les pages, pour avoir directement le détail de ce qui a été visualisé. Alors, on voit que ici, il y a des données, je vais peut-être pas rentrer dans le détail au niveau de ce schéma ici, parce que ça, c'est les sources de trafic, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est les pages. Vous voyez, par exemple, que la plupart des sessions ont été sur la page d'accueil. D'accord? J'ai 40 fois la page de connexion. J'ai 30 fois la page publique qui présente LG Autorépondeur en vidéo. Bienvenue 24, ça c'est la page d'accueil des membres. Et ainsi, je peux savoir, grâce à ça, par exemple, je peux savoir quelles sont les pages que vous regardez le plus en tant que abonné donc au club. Je peux voir par exemple que tiens, après l'accueil évidemment, je vois ici que je me lance premiers actes. C'est une page qui a été avec 3 sessions, c'est une des top pages. Vous voyez. Alors évidemment, on n'a pas assez de données. Ce serait bien qu'on ait je sais pas, des données sur un an pour avoir des données plus parlantes statistiquement parlant. Mais là, c'est toujours intéressant. Vous voyez les pages. Alors évidemment, à partir de 1, après, si je vais à la page 4, il y a 0, 1. Donc vous voyez un peu, ça me permet de dire que pendant les 3 derniers mois, par exemple, eh bien, les pages qui ont été consultées, enfin je sais les pages qui n'ont pas été consultées. Par exemple, la méthode SIV, les études de cas, ce sont des pages qui n'ont pas été du tout consultées. Donc voilà ce qu'on peut faire. On va revenir aux sessions pour avoir les statistiques en bas. Visualisation de pages, donc on sait quelles pages ont été visitées. Le taux de rebond, alors ça c'est quelque chose qu'il faut que je vous explique, qui est important. Le taux de rebond. Un rebond, c'est quelqu'un qui arrive sur une URL, c'est-à-dire une page, et qui ne fait rien d'autre que lire cette page et s'en aller. Donc il ne va pas aller cliquer pour aller voir une page suivante. Voilà. Le taux de rebond de 71% est très haut. C'est un taux qui n'est normalement pas bon. Mais en remettant les choses dans leur contexte, on constate que, en fait, il s'agit d'un club, donc un espace membre, où tous les clients du club payent un abonnement mensuel, et dans cet abonnement, eh bien, ils s'inscrivent aussi à mon autorépondeur. Vous êtes peut-être parmi ceux-ci, et chaque semaine, puisque la promesse de ce club, c'est de présenter une ressource chaque semaine, et chaque semaine, vous recevez donc un email avec le lien vers la ressource. Et alors, il est normal dans ce cas-là que les gens qui ont déjà vu un peu ce qu'il y a dans le club recherchent plutôt les nouveautés hebdomadaires. Et dans ce cas-là, ils vont cliquer sur le lien de la nouvelle ressource reçue par email, ils vont tomber sur la page ici de la nouvelle ressource, ils vont consulter la page, et généralement, ils ont rien d'autre à faire. Ils veulent juste voir la nouveauté. Donc, dans ce cas-là précisément, le taux de rebond, je le considère un peu comme normal. Alors, ensuite, vous avez la recherche organique. La recherche organique, là, ce serait bien d'avoir un chiffre plus intéressant, enfin plus important. La recherche organique, c'est tout ce qui est recherche Google. Et alors, il est évident, comme c'est un espace membre où il faut payer pour en faire partie, bien la recherche Google, c'est pas top, sauf la page d'accueil peut-être. Vous voyez, donc on a ici, on peut aller voir recherche, voilà. On peut aller voir les statistiques à ce niveau-là. Vous voyez, not provided, donc ça, on ne sait pas d'où vient, mais on peut le trouver par ailleurs en se rendant sur Google Analytics. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, les recherches sont faites sur ces mots-clés-là, et on arrive généralement sur la page de vente, en fait, quand on passe par cette recherche organique. Donc c'est normal en fait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Les pages par session, ça c'est intéressant. On voit que en moyenne, quelqu'un qui visite le site
eh bien, voit un peu plus d'une page. Ce qui est encore une fois logique dans notre cas, du club espace membre à abonnement. Mais en règle générale, ce serait bien que ce chiffre soit plus élevé, évidemment. Parce que ça veut dire quoi? Page par session, ça veut dire qu'éventuellement, la personne soit tombe par une recherche Google, soit par un lien quelque part sur les réseaux sociaux, par mail, peu importe, arrive sur une page de notre site. D'accord? Ce serait bien que, s'il ne regarde que la page et qu'il s'en va, on est dans le cas d'un rebond. Par contre, s'il suit les liens de la page et qu'il regarde d'autres pages, c'est plutôt intéressant. Donc en temps normal, pour les visiteurs gratuits, on va dire, ce qui n'est pas le cas ici, il serait bien que les personnes passent un peu de temps et donc regardent plusieurs pages de notre site. Donc pour vous, là c'est vraiment un cas exceptionnel, le club, mais en règle générale, ce serait bien d'avoir ici un chiffre beaucoup plus élevé. Genre 3, 4 pages par session, ce serait idéal. Temps sur la page. Alors ça c'est intéressant aussi, c'est combien de temps les gens passent sur une page, en moyenne. Ils passent 2 minutes 40, c'est à peu près le temps moyen pour lire une page de ressources. Après, bien sûr, dans ce temps-là, n'est pas compté, par exemple, vous avez remarqué, dans mes pages de ressources, il y a souvent des vidéos, et bien sûr, ce temps de vidéo, si la vidéo fait 15 minutes par exemple, n'est pas pris en compte. C'est véritablement entre le moment où l'utilisateur se connecte au club, voit la page, la lit entièrement et se déconnecte, que c'est pris en compte en termes de temps. Alors là, c'est le temps de chargement de base. Alors là, vous voyez que ce temps de chargement, ça c'est quelque chose que je devrais travailler parce qu'au fur et à mesure, au fur et à mesure des différents tests, des différents add-ons, ici vous voyez, j'ai pas mal de choses d'installer, etc., qui sont toutes plus nécessaires, qui sont tous à peu près nécessaires, mais il faut savoir que à chaque fois que vous rajoutez une extension, évidemment, vous augmentez le temps de chargement de la page, parce qu'il faut charger toutes les extensions. Donc là, idéalement, le chiffre le plus petit, c'est le plus intéressant. D'accord? Alors ça, c'est le temps moyen passé sur une page. Mais vous avez aussi la durée moyenne d'une session, entre le moment où la personne se connecte et se déconnecte. Donc c'est encore 2 minutes 17 qui est à peu près cohérent avec ça. Voilà. Donc voici vraiment les données qui nous intéressent. Après, on peut aller chercher, bien sûr, plein de choses, plein d'autres choses. Par exemple, les référents. Les référents, voilà. Qu'est-ce qui envoie du monde sur mes pages? Alors, on voit que c'est Facebook, c'est les mails, c'est Instagram, voilà, c'est TH Conseil. Bref, on voit les référents. Vous avez une donnée intéressante aussi, c'est les données trafic. Alors ça, c'est intéressant parce que vous voyez, par exemple, ici, les moyens de trafic, ici, c'est du direct, de l'organique et surtout du référal. C'est normal que le référal soit plus important puisque il faut être client du club pour pouvoir le visualiser, d'accord? Alors que là, le direct, c'est des liens directs quand vous cliquez, par exemple, sur l'email de la ressource. Le type de visiteur, ça c'est intéressant, c'est le camembert qui indique les nouveaux visiteurs par rapport à des visiteurs qui sont déjà connus et qui reviennent. Les nouveaux visiteurs, c'est en gros les nouveaux clients du club. J'ai dans le club 16% de nouveaux clients qui font donc une première visite. Par contre, j'ai 83% qui reviennent. Pardon, je me suis complètement trompé. J'ai 83% de nouveaux clients. Ce qui est plutôt une bonne chose pour le club puisque ça veut dire des nouvelles visites. Des nouvelles visites, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas encore référencées comme visiteurs. Et vous avez ici 16% de returning visitors. Ce sont, des anciens clients qui ont déjà regardé des pages et qui ont cliqué sur un lien de ressources dans l'email reçu. Et donc, ce sont des visiteurs qui reviennent. D'accord? Alors, vous aurez probablement pas les mêmes chiffres si vous avez un blog sur lequel vous allez installer Analytics. Idéalement, il faudrait, dans un blog où il n'y a pas de paiement, où on est sur du gratuit, idéalement, il faudrait
que ça soit réparti à 50-50. Pourquoi? Parce que les nouveaux visiteurs sont bien sûr intéressants, parce que surtout en termes de marketing, pour nous, chaque visiteur de notre site est potentiellement quelqu'un que nous allons convertir en prospect, d'accord? Et derrière, on va essayer avec l'email marketing de convertir ce prospect en client. Donc ça veut dire aussi que les nouveaux visiteurs, j'ai intérêt à en avoir, d'accord? Et d'ailleurs, on a parlé d'une stratégie de génération d'un flux régulier de visiteurs pour générer presque automatiquement de nouveaux prospects. Et donc, ce serait intéressant que j'ai un équilibre, à peu près à 50%, entre ceux qui viennent dans ce cas-là, donc en nouveaux visiteurs, et ceux qui sont fidèles, et donc qui reviennent. Par exemple, imaginons un blog, et vous voulez avoir les analyses de votre blog, et vous avez pris soin, si vous êtes chez LG Autorépondeur par exemple, de mettre en place un flux RSS. Un flux RSS, ça veut dire c'est à chaque fois que vous publiez un article sur votre blog, eh bien LG Autorépondeur va envoyer un mail à vos contacts pour leur dire voici le dernier article mis sur le blog. Et ça, ce seront forcément les gens qui regarderont, seront forcément des returning visitors. Donc des gens fidélisés dans la lecture de votre blog. Donc vous aurez les lecteurs habitués fidèles, returning visitors, et les nouveaux lecteurs de votre blog, les nouveaux visiteurs. Ce serait bien d'avoir effectivement une répartition à 50-50% entre les deux, c'est l'idéal. Les moteurs de recherche, ici, suivant les moteurs de recherche, vous voyez que 100% c'est Google. Les réseaux sociaux, beaucoup de Facebook, très peu d'Instagram Stories. Alors je vous explique un peu, là aussi c'est spécifique parce que en fait la vraie promotion que je fais du club se fait sur Facebook, et notamment par les publicités sur Facebook. Mais il se trouve que le réseau Instagram, dans lequel je n'ai pas de compte, il faut le dire, je n'utilise pas du tout Instagram, et pourtant il apparaît sur mes réseaux sociaux. Alors c'est normal, c'est tout simplement parce que Instagram appartient à Facebook, et que j'ai dû faire une pub où j'ai dû cocher aussi de prendre en compte les stories Instagram. C'est un oubli de ma part, à mon avis, vous voyez, avec 0,7%. J'ai dû oublier de spécifier dans la pub que je veux que ça soit diffusé sur les stories Instagram. Mais voilà, en règle générale, moi, c'est plutôt Facebook, et c'est normal que je sois à plus de 99%, mais peut-être que pour vous, ça peut être encore différent. Donc vous voyez, il y a plein de différentes données qu'on peut avoir grâce à ce petit plugin, et notamment les appareils. Entre les desktops, ce sont les appareils, les ordinateurs de bureau, les mobiles, les smartphones, et les tablettes, les iPads et compagnie. On peut tout savoir là-dessus. On voit par exemple que la plupart de des clients, des membres du club, utilisent beaucoup un ordinateur de bureau, mais qu'il y en a quand même une bonne partie qui utilise des mobiles. Donc pour moi, le challenge, c'est de faire en sorte que mes pages, les pages de ressources notamment, soient complètement responsives, donc aussi bien visibles sur un desktop que sur un smartphone. Très peu de gens utilisent la tablette, donc oui, à partir du moment où vous êtes responsive, c'est-à-dire que vous êtes aussi bien visible sur le desktop que mobile, il y a des fortes chances pour qu'au niveau de tablette, ce soit bon aussi. Mais c'est surtout au niveau mobile et desktop qu'il faut travailler. Là, vous avez des statistiques sur le navigateur utilisé pour accéder au club. Vous voyez, par exemple, Firefox, Safari, Android, voilà, smartphone. Et ici, Chrome, et puis ensuite d'autres navigateurs comme Samsung Internet, Internet Explorer, etc. Mais c'est un peu quantité négligeable, c'est moins de 1%. Vous voyez que la majorité des navigateurs utilisés pour consulter le club, c'est Google Chrome. D'accord ? Donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement comme je développe le site, le club sur Google Chrome, eh bien c'est plutôt intéressant de savoir que la plupart de ceux qui le consultent sur Chrome aussi. Mais sinon, vous voyez ici, il y a beaucoup de Safari aussi, hein. C'est même le deuxième poste, c'est Safari. Safari, c'est le navigateur des Mac. Donc je sais que j'ai 19%, un cinquième à peu près, des membres du club qui sont sous Mac. Donc c'est plutôt intéressant. Là, on parle du système d'exploitation, et c'est là qu'on peut voir ici les systèmes d'exploitation. Vous voyez que 20%, un cinquième, ce qui est cohérent, utilise iOS.
iOS, qui est donc le système d'exploitation des iPhones. Ok? Donc, et en iPhone, évidemment, le navigateur par défaut, ben, c'est Safari. C'est un peu cohérent avec ce qu'on a ici. On a Macintosh, 22%. Donc là, Macintosh, c'est plutôt des Mac, des ordinateurs Mac, que ce soit desktop ou des ordinateurs de bureau comme les iMac ou des ordinateurs portables comme les MacBook ou les MacBook Pro. Vous voyez, Android ici, ben autant j'ai dit iOS, j'en ai 20%, autant il y a un peu plus sur Android. Donc c'est bien réparti. Et puis Windows, ben c'est pareil. Donc là, vous voyez que la plupart des membres du club sont sous Windows. Je le vois là. Mais par contre, c'est 31% seulement. Tout le reste, ici, Android, Android c'est pas du Windows, hein, c'est autre chose. Par contre là, on est sur du Mac et du Mac téléphone. Donc vous voyez que les deux, c'est 20% plus 22%, c'est 44% qui sont sous du Mac en téléphone ou en ordi. 42% par rapport à 31% sous Windows. Donc ça veut dire que la majorité des membres sont plutôt sous Mac, iPhone ou ordinateur. Et j'ai une petite partie, 2% des membres du club qui sont carrément sous Linux. Les résolutions d'écran, ça c'est intéressant, vous voyez, les résolutions haute def, basse def, etc. Les chiffres que vous voyez comme ça sur une image, c'est, c'est toujours la largeur en premier, en pixels, et la hauteur en second. Voilà, donc là j'ai la répartition des résolutions d'écran, ce qui me permet évidemment d'optimiser éventuellement mon site pour les résolution d'écran les plus importantes. Les marques de téléphone mobiles, vous voyez, on a ça aussi. Huawei 14%, Samsung 26%, Apple, ah ben oui, donc les iPhones c'est 48% quand même, hein, ce qui est cohérent ici avec l'iOS, puisque les iPhones utilisent iOS. Après vous avez beaucoup de choses, Comics, Google, Motorola, Xiaomi, Sony, LG. Voilà, tout ça, c'est un peu les différentes marques de téléphone qui consultent le club. Et enfin, on va terminer avec les erreurs 404. Ça, c'est une donnée qui peut être intéressante pour vous. C'est les erreurs qu'il peut y avoir dans les liens que vous utilisez dans votre site. Là, on voit qu'il n'y en a pas, et heureusement qu'il n'y en a pas, j'ai envie de dire. Ça aurait été catastrophique s'il y en avait. Et s'il y en avait, c'est pour moi aussi une alerte qui va me permettre d'aller vite corriger cette erreur. Donc voilà, on va revenir sur les sessions. Cette vidéo est un peu plus longue que les vidéos habituelles, mais comme vous pouvez le voir, on va rester sur les 30 derniers jours. Comme vous pouvez le voir, donc, ce petit plugin, sans faire de réglage particulier, nous permet déjà d'avoir des choses intéressantes en termes d'analyse de ce qui se passe sur notre site. Dans une prochaine vidéo, éventuellement, je vais m'intéresser à chacun de ces menus pour aller en détail dans les réglages. Mais franchement, est-ce bien nécessaire? Quand on sait ici toutes les données qu'on a sur ce simple, dès l'accueil d'ailleurs de notre site, parce que je vous rappelle que nous sommes sur le tableau de bord de notre WordPress. D'accord? Alors si ça ne s'affiche pas, c'est probablement que ici c'est décoché. Vous voyez, parce qu'ici on peut mettre plein de choses. Il y a des choses qui se mettent en plus lorsque vous installez des choses. Vous voyez, j'ai installé un Broken Link Checker. C'est une extension qui permet d'aller vérifier les liens cassés, par exemple. Donc ça, c'est pas d'origine dans WordPress. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les téléchargements, voilà, Elementor. Tout ça sont issus de plugins installés. Et on peut, dans les options d'écran ici, choisir ce qu'on affiche ou qu'on n'affiche pas. Par exemple, si je ne veux afficher que Google Analytics, je peux très bien aller tout décocher et ne garder que le tableau de bord Google Analytics. Vous voyez? Donc, il y a vraiment... voilà. J'espère que vous allez mettre en place... Vous savez maintenant comment créer déjà un compte Google Analytics. Je vous renvoie au début de cette vidéo. Vous savez comment installer donc ce plugin pour Google Analytics dans votre WordPress, et vous savez aller chercher ici via là les trier les données que vous désirez.
Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.